Mes amis bien le bonjour. Alphonse Allais disait quand on dépasse les bornes, il n'y a plus de limite. Aujourd'hui, l'avion dont on va parler sera un B-52. Le B-52 est un bombardier stratégique américain. C'est un appareil qui bat tous les records. C'est un avion qui a la taille à peu près, à peu de choses près, d'un Airbus A330. Il a plus de performance qu'un A330. Il est capable de voler jusqu'au niveau 500. Il peut parcourir 14 000 km en un seul plein. Il a 8 moteurs. Il est capable d'emporter 32 tonnes de bombes et de munitions et aller les déverser sur un autre continent. Il a un système de décollage très particulier avec le train d'atterrissage qui est capable de pivoter pour permettre un décollage tout droit malgré un vent de travers très puissant. Donc il peut décoller pratiquement par n'importe quelle condition. Il peut ravitailler en vol. Et quand cet appareil décolle avec toutes ces bombes dans son ventre, quand on le voit, eh bien, on voit toute l'expression du génie américain. Aujourd'hui, il s'agira d'une histoire qui s'est passée à la base de Fairchild. C'est dans l'État de New York et nous sommes en 1994. Dans les années qui vont aller vers cette histoire, on a le lieutenant-colonel Bud Hollands qui est en train doucement de sortir des limites du raisonnable, des limites de la réglementation, des procédures militaires. C'était quelqu'un qui progressivement a décidé de s'affranchir de toute forme de règlement, de toute forme de loi, à tel point même que quand il garait sa voiture sur le parking de la base, eh bien il la garait devant un panneau, c'était écrit « Interdit de stationner ici ». Le problème, c'est que dans la vie, on peut transgresser toutes les lois, mais la seule qu'il faut éviter de transgresser, c'est la loi de la physique. Et c'est ce qu'il va faire. Alors, si on regarde les vidéos, à l'époque, il y a une très mauvaise qualité de vidéos, il filmait avec littéralement des pommes de terre. Si on regarde le peu de vidéos qu'il y a de cette époque, 91, 92, 93, on va voir un Bud Holland extrêmement agressif dans son pilotage. Quand il va, par exemple, au-dessus d'air chaud, quand il y a des manifestations aériennes, il passe avec son BC-2 et il fait des manœuvres absolument inimaginables avec un avion de cette taille. Il fait des ressources de 25 degrés, 60 degrés, on l'a vu faire. Il peut passer à basse altitude, à grande vitesse, cabrer l'avion à 60 degrés, monter en perdant de la vitesse, et à un moment donné, quand il est sur le point de décrocher, il laisse tomber une aile, et puis il y a tout l'avion qui revient vers le sol en reprenant de la vitesse. Une manœuvre absolument inimaginable avec un avion de cette taille-là. Il était capable de faire des virages à 70, 80 degrés, parfois au ras du sol. Il y a même une fois des membres du public qui se sont plaints parce qu'il est passé au-dessus d'un supermarché et il s'est payé un virage au-delà de 60 degrés à très basse altitude. Le secret était le suivant, c'est que, comme le BC-2 est capable, comme je disais en début de vidéo, de faire 14 000 km avec un plein, de transporter 32 tonnes de munitions, imaginez-le sans cet armement et sans ce carburant-là. Comme il a 8 moteurs, c'est un appareil qui est surmotorisé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il peut monter au niveau 500 à 50 000 pieds. Il a des systèmes de propulsion qui sont surdimensionnés. 8 réacteurs. 8 réacteurs. Alors, quand on prend cet appareil et on met très peu de carburant dedans, et on ne prend pas du tout de bombe avec, eh bien, c'est un avion qui a des performances hallucinantes. Et c'est de ça qu'il va profiter. À un moment donné, durant le début des années 90, ces prouesses commencent à se connaître. Et les gens ont peur de lui. Dans la base, de plus en plus de gars disent « Moi, je ne veux pas voler avec ce type. Ce type est un crash au ralenti. C'est une tragédie qui va arriver. » Mais comme il le disaient certains à l'époque, il semblait qu'il était recouvert de téflon. Ça veut dire que il n'a jamais été sanctionné, il n'y a personne qui l'a critiqué. Au contraire, il montait en grade et il semblait être au-dessus de toute forme de discipline, toute forme de reproche. On fermait les yeux sur ce qu'il faisait. Progressivement, il a commencé à faire des émules parce qu'il était instructeur sur BC-2. Certains pilotes ont voulu l'imiter. L'US Air Force a échappé au drame
de justesse à de nombreuses reprises, une fois au Mexique, une fois au Canada, ou par exemple, une fois au Canada, il y a un BC-2 qui a voulu imiter sa technique de faire une ressource à 60 degrés, et ils se sont retrouvés en décrochage profond à 70 nœuds. C'est un miracle que ce BC-2 a été sauvé par son pilote. Il aurait pu finir au sol, finir en tragédie sur la terre du Canada. Les gens, à un moment donné, commençaient à aller voir le commandant de la base en lui disant « Écoutez, vous pouvez me virer de l'US Air Force si vous voulez, je ne monte plus jamais avec ce type. » Ils avaient peur avec lui. Alors le commandant leur disait « Vous inquiétez pas, on ne va pas vous virer parce que vous allez juste rejoindre un nombre croissant d'hommes qui viennent me raconter la même chose et qui ne veulent pas voler avec ce type. » Ce qu'il faisait, c'est que quand il est terrorisé, par exemple avec des passages, on a enregistré des passages en rase-motte. Certains ont juré qu'il est passé à 1 mètre au-dessus d'une falaise, que l'avion était à 3 pieds. Quand les gens paniquaient dans l'avion, ce qu'il faisait, c'est le copilote, le navigateur, tout ça, quand il les voyait paniquer, il éclatait de rire. Il était mort de rire de voir la peur qu'il arrivait à infliger à des aviateurs confirmés et expérimentés. À un moment donné, l'histoire va évoluer jusqu'à une prise de tête avec un autre lieutenant-colonel. C'était Monsieur McGahan. McGahan a été voir le responsable de la base et il a dit « Ce type, il faudra qu'il arrête de voler. Il faudra l'exclure du programme des vols. » Le commandant était un petit peu gêné. « Oui, j'ai entendu parler de sa réputation. Je sais qu'il fait n'importe quoi. Mais de là à l'exclure, c'est un peu beaucoup. » Comme les hommes du lieutenant McGahan ne voulaient pas voler avec M. Hollande, bon, il leur a dit « Moi, je vais voler avec lui. Je vais voler avec lui et je vais m'assurer pendant ce temps-là qu'il respecte les procédures et qu'il respecte en tout cas le bon sens. » Ce que McGahan voulait aussi, c'était voler avec lui pour y aller plus tard de son rapport. Parce qu'il lui a dit clairement face à lui « Je veux que tu arrêtes de voler. Je veux que l'US Air Force te cloue au sol. Je veux pas des gens comme toi qui volent. » Bud le méprisait. Il lui disait « Écoute, moi je travaille pour l'US Air Force. Nous sommes là pour assurer la supériorité aérienne des États-Unis d'Amérique. Toi, si tu es un faible, si tu es un peureux, si tu es une couille molle, eh bien ce que je te conseille de faire, c'est aller trouver une compagnie aérienne et puis piloter un Boeing 737. Comme ça, tu seras plus dans ton élément. Mais ici, tu te trompes de métier si tu crois que ce que je fais est mauvais. » Donc il y avait ces deux attitudes en fait, et ces deux hommes étaient dans une hostilité ouverte. Quand on regarde ce mois de juin 1994, il y a des préparatifs pour un show aérien qui devait se passer le 26 juin. C'était un show, le public devait venir et tout ça, puis des avions de toutes sortes passaient au-dessus du public, y compris un BC-2. Alors, le 17 juin, Monsieur Hollande va faire un entraînement au-dessus de cette base. Alors, les images existent jusqu'à maintenant et on le voit faire des passages à basse altitude, on le voit faire des passages aussi où il incline l'avion au-delà des 60 degrés. Et le fait que le commandant de la base lui a dit, quand il lui a donné ce warning, il lui a dit « Écoute, tu n'as plus le droit de me faire plus que 25 degrés de cabré, pas plus de 45 degrés d'inclinaison », en réalité, ces chiffres qu'il lui avait donnés étaient déjà en dehors des normes. C'était déjà en dehors des bornes définies par la réglementation de l'US Air Force. Alors lui, Hollande, on lui a dit, bon, tu peux aller jusqu'à 45 degrés, donc tu peux violer ou transgresser les règles, mais jusqu'à ce point-là, eh bien lui, il s'affranchissait complètement de ces règles. Alors, le 17, il fait un entraînement, et quand on voit les images de l'époque, on réalise que c'est déjà très dangereux ce qu'il fait, mais il le fait peut-être un peu plus haut qu'à son habitude, parce que d'habitude, c'était en rase-motte, ces manœuvres qu'il faisait. On arrive au vendredi 24 juin. Le show, c'est le 26. Donc, il doit faire une répétition. Alors, dans l'avion, vont monter 4 personnes. Il y a le commandant, donc le lieutenant-colonel Hollande, qui est commandant de bord. Il y a à sa droite, Monsieur McGahan, qui le déteste, et qui est malgré tout dans le cockpit avec lui. Et ça, c'est un très mauvais cockpit en général. Rappelez-vous du crash de l'Air Inter dans les Vosges, en France. Les deux pilotes ne s'appréciaient pas du tout. Ils étaient dans une sorte d'hostilité. Et donc, ils ne vont pas travailler ensemble et donner le meilleur d'eux-mêmes en tant qu'équipe.
Il y avait deux autres personnes là-dedans. Il y avait deux pilotes. Il y avait un gars qui faisait de la navigation, c'est un radariste qui faisait de la navigation, plus un autre gars qui était là parce que à 46 ans, il prenait sa retraite, il finissait son contrat avec l'US Air Force et c'était son dernier vol. Son dernier vol dans le sens littéral, malheureusement. Dans la base, l'attendaient son épouse, ses enfants et ses amis, parce qu'il y a une tradition donc de faire la fête. Quand il finit son dernier vol, il arrive, on lui jette de l'eau dessus, on va ouvrir le champagne, manger des petits fours, prendre des photos, et puis voilà, il partira dans la vie civile et il laissera l'US Air Force derrière lui. C'était un moment célébratoire pour toute sa carrière. Ces 4 hommes, donc, sont dans le BC-2 qui va décoller de la piste 23, donc de cette Fairchild AFB, Air Force Base. Il décolle et puis commence à faire des manœuvres, mais cette fois-ci, elles sont encore plus hardies que le 17. Là, on a des manœuvres qui se font au ras du sol. On dirait que M. Hollande veut donner un souvenir mémorable à cet homme qui va quitter l'US Air Force. Et en même temps, McGahan, qui est assis à sa droite, on se demande ce qu'il fait parce qu'il était là donc pour l'empêcher justement d'aller vers ses extrémités, mais il ne semblerait pas qu'il ait pu l'empêcher de faire quoi que ce soit. Donc, à un moment donné, et ça a été pris en caméra, on a l'avion qui arrive sur la piste 23, il fait une remise des gaz, il passe près de la tour de contrôle, et puis il s'incline. Il fait un virage de 180 degrés, il est extrêmement incliné, mais si vous regardez pendant cette inclinaison-là, qui doit probablement avoisiner les 70 degrés, même si sur la caméra on a l'impression que c'est du 90, il doit être vers les 70 degrés. Et en fait, là, il arrive quand même à garder le nez, si on trace une ligne le long de la cellule de l'avion, on voit que l'appareil est quand même cabré, super incliné, mais cabré. Et ce qui se passe, c'est qu'il fait ce premier virage au ras du sol, littéralement, et après, il revient à l'horizontale. Il va quelques centaines de mètres plus loin, et il entame un deuxième virage. Donc, il veut refaire la même chose. Et à ce moment-là, il s'incline, et pour une raison qui n'a jamais pu être déterminée, peut-être que cette fois-ci, c'était la foi de trop, c'était la transgression de trop, c'était les lois de la physique qui se sont rappelées à son souvenir à ce moment-là. Peut-être un réacteur a fait du pompage, peut-être qu'il a tremblé aux commandes, peut-être qu'il a... Ce qui se passe, c'est que l'avion s'incline, le nez passe sous l'horizon cette fois-ci, et on est au ras du sol. L'appareil est probablement à 80 degrés, et il continue à s'incliner, il arrive à 90 degrés à un moment donné, et il commence à tomber l'aile en premier. Il arrive vers le sol à grande vitesse, l'aile tape contre une ligne électrique, on voit à un moment donné des étincelles, c'est quand l'aile gauche coupe un câble électrique, et l'instant d'après, l'avion se ramasse et explose. Il a tué les 4 personnes qui étaient là, c'était la fin donc de la carrière de M. Hollande, et puis des hommes qui étaient avec lui, et l'avion a été bien entendu détruit. C'est un avion qui est tombé pratiquement à côté d'un bunker contenant des bombes atomiques, parce que c'est sur cette base, il y a des bombes atomiques américaines. Et puis voilà, ça a tué tout le monde, et puis par la suite, bien sûr, l'US Air Force a essayé juste de donner des médailles à tout le monde, et puis glorifier un peu la carrière de chacun, et puis circuler à rien à voir, parce que comme cette histoire est arrivée pas par hasard, c'était pas juste un incident isolé, mais elle est arrivée suite à des années de violations répétées et connues de cet homme-là, mais personne dans la hiérarchie n'a voulu le toucher. Donc une fois qu'il a même été promu, il est devenu même responsable de la sécurité des vols. C'est lui qui établissait le standard des vols et qui entraînait le nouveau pilote à respecter ce standard. Donc au moment où il a morflé, bien entendu, l'US Air Force a voulu se protéger et puis jouer la fatalité. La fatalité, ça a toujours dans des situations pareilles. Voilà, je voulais vous parler de cette histoire, juste comparer par exemple par rapport à cette vidéo qui était partie virale de cette équipe en Argentine, de l'avion présidentiel argentin. Mais vous voyez que c'est pas du tout le même niveau d'agressivité, c'est pas le même niveau du tout
de danger ou autre. Hein. On parle pas de la même chose. La dernière fois, je vous dis, j'étais extrêmement fâché contre ce qu'ont subi ces pilotes. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ça devient de plus en plus pathologique dans le métier de pilote, que des gens filment, partagent avec des journalistes et puis que ça parte viral. Vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait un Airbus A380 qui avait posé par un grand jour de vent. Je crois que c'était un avion d'Émirats, si je me souviens bien. Et puis, des gens filmaient de loin. Il y a une perspective où on voit l'Airbus A380 arriver en crabe et puis poser. Il l'a posé finalement et tout. Mais ça a fait tellement de foin sur les réseaux sociaux que la compagnie, le chef pilote, a été obligé de se distancer de son équipage en disant non, c'est pas vraiment ce qu'on a envie de voir chez nous et tout ça. Et puis connaissant la compagnie, il est fort probable que ces pilotes ont été virés, pas sur le champ, mais au moment où les vidéos filmées ont été virales. Donc c'est vrai que des gens qui avec un téléphone arrivent à briser des carrières de pilotes comme ça, juste en utilisant des fois des ressorts médiatiques, politiques et tout, c'est vrai que ça commence à devenir extrêmement moche. Et si je suis un jour en tant que passager dans un avion, j'ai pas envie que le pilote flippe à la vue de quelqu'un avec un iPhone en bout de piste. Hein. C'est tout. Voilà. Merci en tout cas mes amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et on se voit dans une prochaine.